pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode. Lui, il va pas à la plage avec? Je sais, par exemple. Ah ouais. Non, moi je trouve que les aventures de JC à la plage, c'est une belle Ah oui. synthèse. Alors Fabrice, il paraît que je t'ai fait envie après avoir acheté un iPad, tu t'es dit: «Tiens, il fanfaronne avec son iPad, moi je vais fanfaronner avec autre chose». Exactement, parce que j'aime bien fanfaronner aussi. Alors, je vais faire comme toi la dernière fois. Alors, je m'excuse tout de suite auprès des auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, mais je montre un truc à la caméra, à savoir, ouh, comme toi t'avais fait avec Oh. l'iPad. Oh! Donc, j'ai dans les mains, pour décrire un peu, une tablette Kindle Scribe, ou Scribe en français, qui est donc le grand modèle des Kindle. On connaît plutôt les petits modèles, on a l'habitude de voir ça, mais depuis 2-3 ans, il y a des modèles Scribe qui a, donc c'est un grand écran. Toi, tu nous montres un iPad mini, c'est ça? Ah non, une liseuse aussi, effectivement. Et moi j'ai bien adopté ça. J'avais acheté le premier modèle de Kindle Scribe, c'est parce que c'est livré avec un stylet et donc on peut prendre des notes dessus, et avec ce que moi je préfère comme type d'écran dans ce cas-là, pour ça, avec un écran de type encre électronique. Et moi j'adore ça. Et donc à l'époque j'avais déjà écrit que ça remplaçait mon iPad, pour moi avantageusement pour tout un tas de raisons. Et ce que j'ai dans les mains là, c'est le modèle Colorsoft, c'est-à-dire à l'encre électronique couleur. Et alors, pour continuer à parler couleur, on va tout de suite aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire que je vais montrer à l'écran, et Les comme billets ça verts. je pourrais vous montrer aussi à vous deux. C'est que c'est clair que ça s'appelle Colorsoft, donc couleur douce, et c'est pas pour rien, d'accord? Donc là, moi, je montre à l'écran Spider-Man, que je suis en train de lire, du coup, ça m'amuse beaucoup. Là, vous avez dans ma main gauche le Kindle Colorsoft, et dans ma main droite, un iPad Air à écran LCD, d'accord? Donc pas OLED. On voit, il y a une différence de teinte. Très, 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 très beaucoup légère. Très beaucoup légère. Alors, pour ceux donc qui nous écoutent, je vous invite à aller lire le test que j'ai écrit pour comment ça marche sur Qui est Colorsoft. passionnant d'ailleurs. Merci beaucoup. Et j'ai fait quelques photos. Il y a des photos justement de comparaison. Et donc c'est clair que si on veut des couleurs éclatantes, l'encre électronique c'est vraiment pas fait pour ça. Mais c'est pas tellement pour ça moi que ça m'intéresse, l'encre électronique. Si on part plutôt du fait que ça rajoute un peu de couleur et même un peu de, pas de contraste, mais de définition dans les dessins, surtout pour lire du coup de la BD, l'encre électronique en couleur ajoute un vrai truc auquel je m'attendais pas en fait. Je me disais, j'avais déjà vu des démos en disant ouais, c'est tellement doux que c'est un peu terne. Et en fait, pour lire un peu des BD, c'est pas mal. Et puis ça conserve pas mal des avantages de l'encre électronique, c'est-à-dire que j'ai bien le regret de te dire, François, que ton iPad, à mon avis, il doit durer 1 jour ou 2. Mon Kindle, il dure 10 jours, voire plus. Pour le même usage à plusieurs heures par jour, quoi. Alors je te corrige, mon iPad en autonomie, là il a tenu 1 semaine parce que je m'en suis quasiment pas servi, donc il a tenu très longtemps, il y a pas de souci. Il me semble me rappeler que dans le numéro précédent, on t'avait demandé, tiens, mais pourquoi faire? Ben voilà, on commence à comprendre. On va pouvoir lancer la saga de l'iPad de François. Bientôt à vendre sur le bon coin. N'a jamais, pratiquement jamais servi. Il y a un équivalent de, tu sais, de kilométrage pour les voitures, genre iPad de première main. Voilà, et kilométrage peu élevé. Ouais, c'est ça. Bon, pendant les vacances, tu vas peut-être nous faire plus d'usage, mais tu nous as dit de toute façon que t'attendrais quoi, 6 mois pour nous faire un retour? Ouais, je pense qu'il faut au moins ça, ouais. Et enfin bon, alors tout ça pour dire que bah, moi, le Kindle, je m'en sers alors tous les jours. D'abord, je lis tous les jours.
Donc j'en ai d'autres, hein, des Kindle, dans je peux là, hop, sous la main, j'ai, le plus petit des Kindle, le moins cher, qui est aussi formidable justement parce que ça pèse rien, ça coûte 100 balles et c'est Et formidable. ça rentre dans ta Heu, poche arrière de jean. exactement, ouais. Non, mais Alors si clairement, tu t'assois, c'est pas formidable non plus quand même. C'est oui, comme mais les iPhone c'est 6, le quoi. livre de poche que tu traballais partout qui est maintenant, maintenant Ouais. t'en as 500, quoi. C'est Exactement. Mais bon, pour lire le Scribe, le grand écran, alors c'est très utile pour moi pour pouvoir lire sans mes lunettes parce que je peux mettre les les caractères en très gros et quand tu as un tout petit écran comme le Kindle de base, que tu mets des gros caractères, bah, tu vois, 3 lignes, c'est quand même pas génial. Mais donc surtout pour prendre des notes en fait, parce qu'il y a donc un stylet qui est livré avec. Juste avant qu'on commence en fait, François, tu m'as montré, tu as pris l'Apple Pencil Pro Oui. qui en temps normal coûte, 140 €. Tu t'es encore débrouillé, alors on va pas dire comment, hein, parce que ça frise la triche, hein, moi je dis, hein. Non, faut pas dire ça. Disons, quand j'ai acheté l'iPad, j'ai cumulé, des points enfin des euros sur ma cagnotte, sur le site que je l'ai acheté, Rakuten pour pas le citer et donc du mmh, coup, j'avais, 60 balles dessus. Donc au final, il était en promo, j'avais un code, j'ai dû le payer 70 € quoi. Clairement, j'aurais pas mis 140 € dedans, maintenant, mmh, c'est ce que je t'ai dit en off tout à l'heure. Je trouve quand même qu'il y a eu un gros gap. Alors j'arrive après la bataille parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est sorti presque. Mais je trouve qu'il y a eu un gap par rapport au Pencil, alors de première génération et de deuxième génération du coup. Parce que vraiment le côté, tactile sur le côté pour activer les outils, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir aller, dans la palette ou autre. Je pense voilà, je suis curieux de le tester même en photo, je l'ai pas encore testé sur Lightroom, mais voir si on peut travailler sur le j'imagine comme sur Photoshop, sur la taille des outils et cetera. Ça peut être, quand même relativement pratique et il est assez léger, mais par contre le seul défaut, c'est que j'ai mis un film protecteur en verre trempé, donc du coup, par contre, le confort du tactile là-dessus, c'est nul. J'allais utiliser un terme un peu vulgaire, mais c'est pas agréable du tout parce que le crayon, en fait, il tape énormément et ça claque, Mmh. claque, claque, claque et c'est pas agréable. Donc, je serais assez tenté de dire, si vous avez un Pencil Pro, à mon avis, soit prendre les films qui existent, qui simulent un peu le papier. Là, j'ai oublié la marque qui oui, fait ça, mais il paraît que c'est plutôt Paperlike. sympa. C'est ça, tout à fait. Il paraît que c'est plutôt sympa, mais voilà, je te laisse continuer du coup parce que Non, tu me mais fais peur. tu me tends la perche, ou voire même le stylet. C'est-à-dire que justement, j'ai essayé aussi en fait, j'avais cherché à l'époque du 1er Scribe, ce qui m'avait intéressé, c'est de reprendre un peu l'écriture à la main, pour tout un tas de raisons, parce que j'avais envie quoi, tout bêtement, mais mon problème, c'est que j'ai horreur du papier. Je n'utilise pas de papier, je ne lis pas en papier, voilà, je fais toujours hurler, tout le monde avec ça, mais je trouve que le papier est une très mauvaise technologie de lecture et ça moi j'aime pas ça. Et donc j'ai essayé le Scribe et il y a un truc, il y a plusieurs éléments moi qui me font aimer le Scribe, c'est que la surface de l'écran est déjà justement un petit peu texturée, et le stylet a une pointe, assez douce et donc là, il y a un peu de résistance sur l'écran, juste un peu comme sur du papier justement. C'est très, très proche de la sensation du papier pour écrire et j'aime beaucoup ça. Et puis, le truc principal aussi, enfin vraiment intéressant, c'est que le stylet, c'est un stylet compatible avec les tablettes Wacom et donc il n'a pas besoin d'être chargé. Et alors ça, je trouve que ça change tout. Pendant quelques temps, j'avais essayé justement un iPad pour prendre des notes, à la main et alors, il y a le bruit, j'aime pas, la résistance, j'aime pas. Je trouve que, tout ce qui est détection de la main, quand tu poses la main sur l'écran pour écrire et ben, je trouve que ça marche pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une page qui se tourne, ou voire même tu as mis le réglage dans l'iPad pour dire que tu vas écrire uniquement avec le stylo. Ça m'est arrivé de pouvoir écrire avec la main, enfin, il détecte quelque chose avec la main ou une sélection d'outils, machin et cetera. Ça m'énervait plus qu'autre chose, plus le fait que, régulièrement, le stylet était, vide. La batterie du stylet était vide. Donc c'est magnétique, tu le mets sur, une des tranches de l'iPad, ça le charge, tu attends, 30 secondes, tu peux écrire avec. Je sais pas, moi je trouvais que c'était pas, pratique du tout et avec le Scribe, ça marche tout le temps. Ça n'empêche pas qu'il y a de la détection de pression et même si je crois, il faudrait que je vérifie, mais je m'en sers peu, mais de la détection d'angle. Donc tu as pas besoin d'un stylet, comment dire? Avec une batterie et donc actif, pour avoir ce genre
de fonctions-là. Il y a un petit bouton sur le stylet par exemple, utiliser un autre outil, par exemple le surlignement. Donc ça me convient vraiment bien. Le truc qui manque par rapport à d'autres, et donc je pense à notre ami, Matt, prof du web, c'est que, j'avais déjà eu des discussions avec lui sur le sujet, c'est pas entièrement, automatisé. Enfin, la synchronisation entre, le Kindle et ton Mac est pas synchronisée, donc c'est pas dans l'appli Notes ou c'est pas dans GoodNotes ou et cetera pour avoir un truc automatique. Mais j'en ai fait mon affaire parce que du coup, j'utilise ça quand même plutôt comme une sorte de remplacement du papier avec quelques fonctions en plus, plutôt que d'intégrer ça à un système totalement synchronisé qui probablement me plairait, mais là avec, pour avoir ce confort d'écriture, eh ben, je peux pas l'avoir avec l'iPad. Donc c'est toujours pareil, c'est l'histoire de compromis, les moutons à 5 pattes et tout ce que vous voulez. Heu et donc j'ai testé la version, Colorsoft et en fait, j'ai été surpris d'aimer parce que la 1re, impression était plutôt mauvaise parce que le contraste est assez mauvais. Parce que pour faire de la couleur avec un écran e-ink, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais en fait, par-dessus l'écran, l'encre électronique noir et blanc, il y a un filtre transparent, mais pas tout à fait, avec des petits points de couleur. Les 3 couleurs, principales, rouge, vert, bleu et c'est un filtre fixe et en fait, ça simule de la couleur enfin, je vais simplifier encore, pardon pour ceux qui savent, mais en allumant en dessous, différents points de couleur pour que ça se mélange, sur la rétine et que ça produise la couleur recherchée, la couleur un peu fade qu'on a vu tout à l'heure. Mais du coup, ce filtre par-dessus fait que le contraste est beaucoup moins bon, donc il faut beaucoup plus utiliser l'éclairage intégré. Alors je fais toujours attention de ne pas dire rétroéclairage parce que ce n'est pas un rétroéclairage, c'est un éclairage sur le côté, sur l'encre électronique. Ce qui fait l'intérêt parce que du coup, on peut lire parfaitement bien quand on est à l'extérieur, et ce qui est pas le cas avec, l'iPad. Donc il faut booster un peu plus, enfin utiliser un peu plus l'éclairage intégré et donc ça mange un peu plus la batterie. C'est pour ça que je parle de 10-15 jours d'autonomie alors qu'avec le Scribe précédent, c'était plutôt 1 mois, quoi. Parce que j'utilisais très rarement l'éclairage intégré. Donc, voilà, tout ça pour dire que alors d'abord oui, je voulais te faire un peu, la nique en disant: «Bah moi je préfère un autre type de tablette». Alors du coup, vraiment, je reprends la perche que tu nous as tendue et en plus moi je l'utilise. Je ne sur-rebondirai pas. Heu, mais moi c'est vraiment un outil que j'utilise, tous les jours, quoi, voilà. Et alors heureusement parce que quand tu commences à parler du prix, si ça te sert pas à grand chose, c'est vraiment très cher. Alors là encore, alors c'est Tu pas veux une qu'on pique que reparle je du prix t'envoie, de hein. l'iPad Pro? Non, mais c'était pas une pique justement parce que justement c'est pas j'entends bien, mais c'est quand même pas tout à fait le même usage. Mais le modèle que j'ai, ça coûte 640 € avec le stylet. Bon, mais on pourrait se dire quand même que pour, une liseuse, c'est cher. C'est ça que je veux dire. Et en plus, comme, pour, tout le reste et on va en reparler tout à l'heure, le prix des Kindle, enfin en tout cas des modèles Scribe, ont augmenté. Le 1er modèle de Scribe que j'ai, je vais tout faire tomber sur mon bureau pas rangé, que je vais montrer aussi, c'était 350 € en noir et blanc et maintenant la version noir et blanc, c'est 450 sans éclairage et 520 avec. Voilà. Là, je suis en train de montrer la batterie faible, tu vois? Je l'utilise plus celui-là. Le 1er modèle, ça tenait, 1 mois, sans que j'aie jamais besoin de le charger. Donc les prix ont quand même pas mal augmenté, y compris ceux des accessoires. Ça, je note ça à la fin de mon test sur comment ça marche. Le l'étui, d'Amazon, il coûtait 40 balles et maintenant il en coûte 90. Il Et s'inspire de ça, ce on que va fait pas me Apple, quoi. dire que c'est à cause du prix de la mémoire, quoi. Soyons clairs. J'ai une petite C'est question. Tu fais comment pour envoyer des PDF? C'est aussi galère que sur les Kindle classiques ou tu as moyen d'automatiser, de simplifier un peu plus? Alors, il y a plein de choses à faire avec ça. On peut d'abord utiliser le service, envoyer vers un Kindle, en ligne depuis Mmh. Amazon, .fr, amazon.com. Et du coup, ça apparaît dans ta bibliothèque et c'est très bien. Voilà, tu peux ensuite, quand c le tu peux sur un document, ensuite tu peux l'envoyer.
à une adresse email facilement. Et du coup, maintenant, il y a depuis quelque temps, depuis le premier Scribe, en fait, il y a des outils de reconnaissance automatique d'écriture. Donc, tu peux recevoir un fichier texte ou un fichier PDF avec l'écriture manuscrite avec du texte sélectionnable. Donc, le partage est relativement simple. J'avais pas ça sur le premier script, sur ceux-là maintenant. En fait, c'est la 3e génération, mais j'avais passé la 2e. Tu peux connecter ton Kindle Scribe à Google Drive et OneDrive. Et aussi OneNote. J'ai même pas testé tellement je trouve que OneNote est insupportable, donc je vais même pas essayer. Mais donc tu peux voilà avoir un dossier dans ton Google Drive, par exemple. Tu peux accéder à tous les dossiers, mais par exemple tu peux mettre un dossier dédié et du coup tu récupères et tu renvoies tes documents assez facilement. Ok. Donc voilà, moi je m'en sers tous les jours. Je trouve que c'est vraiment bien. Oui, c'est cher, mais voilà, ça remplace un bloc-notes. C'est mon livre. C'est plein de choses à la fois, quoi. Et je trouve ça très très agréable. Donc c'est pas uniquement pour te faire bisquer. Ouais, moi, tu vois, ce qui C'est- me... Vas-y, j'y sais. Non, vas-y François. Moi, ce qui me freinerait, c'est le manque de synchronisation. Je rejoins un peu ce que tu disais par rapport à Matpro du web, c'est le manque de simplicité avec l'univers Mac. En fait, moi, c'est ce qui me manquerait. Quand on est dans l'écosystème, en fait, le fait de... L'avantage de l'iPad, c'est que tu fais un truc sur Note, ça réapparaît sur ton Mac, ça réapparaît partout. Là, du coup, ça veut dire que tu as une couche de plus de synchro à faire via OneNote et compagnie. Je trouve ça moins... Bon, même si on doit pouvoir synchroniser Note avec un compte Microsoft, non? Si je me pose la question à Non. moi-même. Non, tu peux pas? Oh, Apple Note, bah non. Enfin, dans Apple Note, il y a le mot principal, c'est Apple, quoi. Tu vois, donc ils vont pas faire un truc facile avec Microsoft, faut pas non plus. Alors c'est pas tout à fait vrai. Hein. Oui, je pense que tu dois pouvoir, oui. À une époque, Oui, tu peux. je sais plus si c'est le cas, mais à une époque, Apple Notes c'était simplement un dossier IMAP. Oui, mais c'est plus le cas dossier de depuis mail, c'est plus le cas iOS 13. D'accord. Quand on est passé Où de ça 12 à date. 13, je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait eu tout un pataquès parce que ils ont changé le format de notes et de rappel. Et si tu faisais pas la mise à jour de tous tes appareils Tu vers la perdais, version ouais. 13, tu perdais la synchro. Et il y C'est avait vrai. marqué, ah bah vous pouvez plus voir vos rappels sur l'ancien truc. Et quand tu avais un appareil qui était pas capable de recevoir la nouvelle version, t'étais en Oui. pleine obsolescence programmée, là. Donc pas sur le bec, mais pour répondre à ce que disait François, l'avantage quand même, on va citer plein de marques parce que comme ça on fait pas de pub, c'est que c'est pas Kobo ou c'est pas Books de Barnes Noble, t'as quand même un nombre d'utilisateurs Amazon qui donne une taille critique. Fabrice, t'as pas eu envie de fureter et c'est ton droit, mais je suis à peu près persuadé qu'il existe, alors soit par calibre, soit effectivement l'idée d'envoyer des documents par mail et ça, il y a des moyens pour le faire rentrer dans ton écosystème, un peu au chausse-pied, mais certains d'entre nous diront que ça fait partie du truc marrant, et surtout, à 800 €, ça vaut le coup de se donner un peu de mal. Un truc que peu de gens savent et que moi j'adore, il y a une appli Kindle sur iOS. Eh ben, saviez-vous que si vous prenez un fichier, par exemple EPUB, et que vous utilisez le bouton partage de votre iPhone, vous faites juste partager EPUB sur l'app Kindle, et pouf, ça synchronise. Pas besoin d'envoyer de mail, pas besoin de... Ça, c'est hyper pratique, hyper facile. Alors j'irai même un peu plus loin parce que du coup tu penses que j'ai cherché quand même pas mal de trucs et je vais chercher même un peu plus parce que notamment avec l'arrivée de Siri AI qui sera pas comme on sait disponible en France tout de suite, mais ça va arriver et du coup le fait d'avoir on rappelle que un des avantages principaux de Siri AI quand même c'est d'avoir poussé Apple à refaire son système d'indexation sur tous ces systèmes, tous ces OS. Ça veut dire que maintenant, quand on cherche un truc avec Spotlight sur son Mac ou ailleurs, il le trouve. Ce qui est quand même pas mal pour un système de recherche. Moi, j'en sais gré à Apple d'avoir enfin résolu la question. Ça a l'air de bien marcher. Mais du coup, j'ai envie, effectivement, quand je prends des notes,
d'avoir de pouvoir confier à Siri la recherche, y compris dans ces notes-là. Et donc, ce qu'on vient de décrire, c'est pas formidable. Voilà. Donc, je vais chercher d'autres manières de faire. Peut-être que ça passera. Alors, comme tu parlais de ça, j'y sais au chausse-pied, par une sorte d'export le plus automatisé possible vers un dossier de mes notes, tu vois, régulier. Ouais. Tous les jours, toutes les semaines, je sais pas, est-ce que j'arriverai à trouver quelque chose pour que au moins ce soit indexé et que je puisse les trouver, y compris si c'est sur des notes prises sur le Kindle. Je vais trouver ça. Et puis tu parlais de l'envoi vers Kindle grâce à l'application Kindle. Alors là, je vais donner un petit truc, mais il y a aussi un service en ligne qui s'appelle, évidemment, au moment où je veux en On le parler, j'ai mettra dans les oublié le notes. nom. Ça s'appelle Push to Kindle, je crois. L'idée, c'est que de temps en temps, quand tu veux envoyer aussi, c'est plutôt pratique pour des pages web. Quand tu envoies un fichier EPUB, ouais, bien sûr, ça marche. Parce que en gros, le service Kindle s'occupe de transformer l'EPUB, donc qui est le format des livres électroniques, en format Kindle AZW, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça. C'est Oui. ça. Mais si une page web, des fois, tu veux un long article. Moi, je fais ça tout le temps, en fait. Plutôt que de lire sur alors, le téléphone, c'est petit, ou justement, je veux le lire sur mon écran à encre électronique, puisque je préfère ça. Tu le partages. Pareil, tu peux faire ça depuis une page web, depuis Safari. Mais l'application Kindle n'est pas forcément formidable pour faire de la conversion d'une page web vers un fichier, justement, pour lire sur l'EPUB, sur la liseuse, pardon. Et donc, il y a un service qui s'appelle Push to Kindle, qui fait un petit peu de formatage et ensuite qui t'envoie ça vers ton compte Kindle. Et à ce moment-là, c'est la mise en page est respectée avec les photos, etc. Et même les liens, si tu veux, pour pouvoir cliquer. Alors, je dis tout de suite que le navigateur internet sur une liseuse Kindle, c'est pour de faux, hein, c'est une blague. Donc, moi, j'intègre ça malgré tout dans mon environnement Apple avec, oui, bien sûr, quelques petits pas supplémentaires. Et je trouve ça chouette. Voilà. Et en fait, je voulais commenter. Tu poses 2 points importants dans ce que tu nous expliques. Le premier, c'est cette notion de less is more. Il se trouve Ouais. que moi j'ai dans la famille, on a des Remarkable première et deuxième génération. On n'est pas passé à la troisième, mais mon épouse est enseignant-chercheur et elle s'en sert énormément. Évidemment, Mmh. vous vous doutez qu'on a plein d'iPads qui traînent, mais cette idée justement de batterie indéfinie, cette idée de pouvoir justement annoter comme si c'était du papier, ainsi de suite, ça c'est beaucoup plus efficace. Et cette idée, moi qui au départ m'a choqué, mais on est exactement là-dedans, c'est super, il y a moins de distractions. Ouais. Et en gros, cette idée où on est dans le consumérisme ultime de comme t'es pas assez discipliné tout seul, paye 800 €, comme ça t'auras pas tes notifications. Moi, à la base, ça me fait un peu me taper la tête contre les murs. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir un iPad avec le Wi-Fi déconnecté, avec Mmh. juste voilà. Mais on préfère. Bon, passons. Mais c'est un vrai sujet. Euh, et ce qui m'amène avec l'été qui commence, moi, c'est un vieux rêve que je caresse à peu près tous les ans et j'y arrive jamais. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un iPhone tout le temps? Et typiquement, moi, j'utilise ma liseuse, mon Kindle, pour lire l'été, justement parce que ça me donne ce temps de lecture ininterrompue. Sauf que quand je suis sur la plage, j'aime bien quand même quand j'ai un SMS ou un message urgent, l'avoir quand même. Et donc ça, le Kindle ne le fait pas et c'est heureux, je lui demande pas de le faire. Donc j'ai une Apple Watch. Mais on se retrouve dans le sujet que tu évoquais tout à l'heure, qui est un problème d'écosystème et qui va être le problème de Siri AI avant même qu'il arrive en France. C'est si les applications tiers ne s'y mettent pas, si on n'a pas cette idée, on pourra en parler plus longuement un autre jour, mais de app intent, est-ce que ça va marcher? Et par exemple, Uber n'a plus d'application Apple Watch. Mmh. C'est qu'avant, tu pouvais commander ton Uber sur ton Apple Watch. Aujourd'hui, tu peux plus. Pour l'anecdote, G7 s'est mis aux navigations dans G7, c'est la Les taxis grosse parisiens. compagnie de taxi parisien. Ils se sont mis il y a 2 mois aux notifications dans la Dynamic Island, alors que c'est sorti il y a 3 ans, si je me trompe pas.
Donc autant dire que l'appli Apple Watch, à mon avis, on peut attendre un certain temps. Et donc on a vraiment cette idée de je veux me débarrasser de mon iPhone, mais comment je fais? Par exemple, j'ai la chance d'avoir un enfant en bas âge. Évidemment, j'ai envie de prendre des photos. Et donc souvent, l'iPhone est l'excuse de oui, mais c'est mon appareil photo. Et Ouais. donc voilà, on est dans ce truc-là où il faut arriver à se désintoxiquer, on le pense tous. Mais comment on fait? Est-ce qu'Apple nous aide? Est-ce qu'on va aller se racheter ou sortir d'un tiroir un Nexus et les premiers Canon numériques juste pour pouvoir prendre une photo à la plage? Enfin, je pense que c'est un sujet, c'est un sujet intéressant et à la limite, dites-nous ce que vous faites en commentaire parce que moi j'ai pas encore trouvé et je pense qu'on peut on peut se poser la question. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet très large. J'aime bien, on en reparlera de ça parce que moi, ça me passionne aussi. J'ai eu une Apple Watch pendant longtemps, j'en porte plus parce que c'était un peu le truc, comme ça, je peux utiliser moins mon téléphone. Alors pour partir, marcher, courir, mais en restant quand même connecté un peu. Ça pose du coup la question de savoir, en dehors de la technologie, tu vois, tu as utilisé le mot, pouvoir recevoir un message urgent. C'est quoi un message urgent? Est-ce que ce message urgent, si finalement tu avais répondu 1 heure après parce que tu lisais pendant 1 heure, est-ce que tu as déjà reçu un message, ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais auquel tu n'aurais pas finalement pu répondre 1 heure après? Non, bien sûr, enfin, oui, ça m'est arrivé parce que j'ai un métier où je fais des trucs assez critiques. Je sauve pas des vies, hein, mais j'ai des j'ai des gens Ouais, ouais, qui peuvent dépendre de moi, surtout sur des fuseaux horaires différents. C'est surtout ça le sujet, en ouais. fait. C'est que le fuseau horaire où en gros la France entière est à la plage, moi, c'est le fuseau horaire où mes clients se réveillent, mais c'est un sujet à part. Clairement, on sauve pas des vies et clairement, ça peut attendre 1 heure, voire 2, voire 3. Mais c'est là où on touche, je dirais, à notre époque de 2026, c'est que dans ma tête, moi, je vais pas lire de manière apaisée si je sais qu'on va vouloir me joindre et que je vais pas pouvoir. Donc c'est plus ça. Ouais, ouais. L'Apple Watch et cette béquille-là de me dire, bah, je peux respirer. Je peux, par exemple, on est à une époque où l'out of office, ça sert plus à rien, le message, je suis en vacances machin. Ça sert juste, c'est juste égoïste. C'est juste, on t'a répondu que j'étais pas dispo, donc je m'autorise à pas être dispo. Et ça, c'est une catégorie de la population, ça dépend ce qu'on fait comme métier, et ainsi de suite. Moi, je crois beaucoup à ça. Les plages où je m'autorise à ne pas être dérangeable. Et malheureusement, elles sont assez réduites. Et en effet, le Kindle, et surtout, il y a même un sujet, je parlais à message urgent parce que c'est rapide, il y a aussi un sujet de le fait de picorer, le fait de s'immerger dans un roman face à, tiens, qu'est-ce que raconte le New York Times? C'est même pas un truc d'être dérangé, c'est vraiment réapprendre la concentration sur un texte et pas aller paix à l'ailleurs parce qu'on peut et parce que c'est aussi intéressant. C'est là où l'Apple Watch est un entre-deux, c'est-à-dire que, C'est ça. au moins, bah, tu peux avoir tes messages, urgents ou pas, mais tu vas pas faire de réseaux sociaux, sur ta montre, quoi. Exactement. Et pourvu qu'on puisse jamais, parce que sinon, Mais sinon ça va être affreux. même si par exemple WhatsApp a enfin lancé, je sais pas ce qu'il leur a pris, une appli WhatsApp pour Apple Watch qui est super complète, qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir, là aussi tu filtres comme tu veux, qui permet à ton truc de répondre à la voix. On dira jamais assez à quel point la dictée Siri, que ce soit en français ou en anglais, même avec mon accent français, fonctionne mais quasi parfaitement. Moi, ça me bluffe à chaque fois. Et où justement, pour répondre à un petit message de je suis à la plage, je te rappelle, ou juste te dire bah c'est pas urgent, je le traiterai plus tard. C'est vraiment pratique. Et encore une fois, Apple a loupé ça sur l'Apple Watch, de vouloir. Il y a vraiment à mon avis une courbe. C'est qu'à la sortie de l'Apple Watch, ils voulaient tout faire, puis ils se sont plantés. Donc les applis qui existaient n'ont pas été maintenues. Et là, à mon sens, avec Siri et AI, on va redécouvrir l'Apple Watch qui est justement tous les gens qui essayaient de nous vendre même quand OpenAI dit ils vont faire un téléphone pour faire de l'AI, je pense que l'Apple Watch, c'est l'outil parfait. Tu l'as déjà, elle fonctionne, elle est dans ton écosystème, elle est, si t'as fait l'investissement, connectée en permanence avec ta puce 5G. Et là, à mon avis, c'est l'AI à portée de main, au sens propre.
pas invasif parce que tu l'as déjà, et je pense on est sur ce truc-là. Mais ça va demander justement aux développeurs tiers de s'y mettre, de s'y remettre. Et là, à mon avis, Apple a une bonne montagne à gravir. Parce que typiquement, pour l'anecdote, je l'avais lu dans un article, je vous donne le tuyau, on peut téléphoner à Uber. Et donc ça, l'Apple Watch le fait. Et je ne le savais pas, je l'ai su en lisant cet article. Donc voilà, par exemple. Bon, je pense Voilà. qu'on y reviendra. On a François, glissé, je vais chef. juste te donner la parole, mais moi, je retiens un truc quand même de ce que vient de dire JC. C'est à quel point pour lui, c'est important d'aller à la plage. Oui, mais Hein, parce que t'as la- quand même cité 3 ou 4 fois la plage pendant ton truc. C'est quand même important. C'est l'été. je m'engage à ce que le prochain enregistrement soit enregistré devant la mer. Et Bon, très je bien. vous la montrerai. On aura des preuves. François, pardon. Non, j'allais dire Uber et la plage, quoi, mais Mais Uber pour rentrer de la plage. C'est un autre on, sujet. on a glissé, je crois. Hein. On est quand Oui, même oui, parti donc, de la Kindle et on a fini sur l'Apple Watch. exactement. Non, mais du coup, moi, j'ai Ah, envie non. d'avoir des Je- bouquins à lire sur ma Kindle. Ça s'appellerait JC à la plage, JC en Uber, JC à vélo. Non, Ça non, existe déjà, mais pardon François, je me considère complètement dans le sujet à 200%. C'est-à-dire que pour moi, non, mais clairement, j'utilise un iPad tous les jours. Pour moi, le Kindle n'a de raison d'être que dans ces moments où c'est l'inverse de François, de Fabrice. Le Kindle n'a de raison d'être que dans ces moments où je veux lâcher mon iPad. Donc je reboucle complètement, on n'a pas glissé du tout. C'est pourquoi mettre 800 € dans un Kindle alors que j'ai un iPad qui a le même prix et qui en fait plus? La seule raison, c'est que il y a des choses dont je veux me passer sur l'iPad. mais je te rassure, je pars toujours en vacances avec des livres préchargés sur ma Kindle et je me force souvent à mettre l'iPhone de côté pour éviter de le Mm. regarder. Mais souvent la tentation est grande quand même de se dire: «Oh bah tiens, ça fait une demi-heure que je lis, c'est peut-être passé un truc sur la planète monde, il est temps que Ouais. je check mes réseaux, quoi». Ce qui est complètement bête, mais c'est comme ça. C'est un vrai sujet, mais bon, ce sera donc pour un prochain numéro. Bon, voilà, on a fait le tour. Alors, moi, j'ai un autre truc à vous dire. Ça va pas plaire à tout le monde, peut-être. Bonne nouvelle, les prix montent. Moi, j'ai pris ça de manière très positive. Alors, donc, de quoi on parle? Bah, évidemment, on commence par ça parce que c'est, on l'a déjà dit dans le numéro précédent, c'est un peu notre ADN, c'est-à-dire que on va suivre les prix des produits Apple qui ont augmenté récemment. Tim Cook avait eu l'amabilité de nous prévenir pour amortir un peu le choc en disant attention, ça va augmenter. On savait pas combien, puis hop, 5 jours après, badaboum. Et donc ça a été un peu violent. Comment dirais-je? Alors je retrouve plus. Je crois que je vais retrouver l'article là tout de suite. Hein. Mais donc qu'est-ce qu'on a comme exemple de prix qui a Je suis augmenté? dessus si tu veux. Ouais, vas-y. Bah, l'iMac a quand même pris 300 €. Ouais. 1499 à 1799. Les MacBook Pro ont pris 300 €. L'entrée de gamme, donc qui est en M5 tout court, même pas M5 Pro, M5 tout court, est passé de 1899 à 2199. Les MacBook Air ont pris seulement 200 €, 1199 à 1399. Et le MacBook Neo, qui était quand même, on va y revenir, hein, mais pour moi, la vraie bonne surprise, ne l'est plus trop, parce que bah, du coup, il est rendu à 799 €, il a pris 100 € aussi. Mmh. Les Mac Studio ont pris 700 €. On est passé de 2299 à 2999 €. Le Vision Pro est repassé à son prix d'origine, il a repris 300 €, donc il a quasiment 4000 €. Et les iPad Pro ont pris en moyenne, on va dire, entre 150 et 200 €. On va pas détailler tous les tarifs parce que sinon ça T'as va faire, vraiment voilà. bien fait d'en acheter un là, juste Oui, avant. d'autant que je l'avais payé moins cher, donc je suis particulièrement content. Exactement. Et l'Apple TV, et ça, je trouve qu'on l'a pas beaucoup évoqué. L'Apple TV a quand même pris 60 € pour la version 2022, et le modèle à 128 Go avec Ethernet a pris 110 €, c'est-à-dire qu'elle est passée de 189 à 299 €, ce qui est quand même une augmentation très à la louche, hein, mais on va dire de 40-45%, quoi, ce qui est quand même super énorme, alors que souvent on dit oh bah c'est une broutille. Ouais. Et les HomePod ont pris 30 € pour le mini Ouais. et 50 € pour le HomePod classique que personne n'achète. Alors, ce qui est assez dingue, pour parler de notre petite tambouille interne, c'est que quand la news est tombée, on a été quelques-uns dans notre petit groupe à dire bon, ça fera partie, on pourra en parler dans la rubrique
à nous qu'on a, que le monde entier nous envie, c'est-à-dire la rubrique on s'en fout, genre bon, Apple augmente ses prix et puis c'est pas grave. Sauf que on a réfléchi 2 minutes et on s'est dit en fait, est-ce qu'on s'en fout vraiment? Et on a décidé que non parce que ça veut dire plein de trucs, quoi. Et peut-être que l'un d'entre nous va nous contredire, mais ça veut quand même dire plein de choses, il me semble, un peu mélangées. D'abord, on remarque une chose, je crois, c'est que les iPhone et Apple Watch ont échappé à l'augmentation des prix, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera fait en septembre. En gros, ils ont pas augmenté, alors justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont pas augmenté le prix des modèles actuels pour nous préparer, en fait, une hausse des prix du modèle de base, ou un prix identique avec moins de mémoire pour faire un retour en arrière, parce qu'ils sont obligés pour des histoires de prix de mémoire. Le truc qui pourrait faire dire le contraire, c'est que justement, il y a eu dans ce que tu as évoqué des prix d'appareils qui sont au catalogue et dont certains sont même au catalogue depuis très longtemps comme, l'Apple TV ou, les HomePod, qui ont pas été mis à jour depuis, 1 an, 2 ans, 3 ans et ils ont augmenté alors même qu'il y a pas de nouveaux produits, d'accord? Sur des vieux modèles. Alors c'est difficile de comprendre, d'essayer de deviner pourquoi, l'iPhone et l'Apple Watch ont pas été augmentés. Mais c'est un premier élément, je sais pas si vous avez Alors, des réflexions sur le sujet? moi, j'ai plusieurs points. D'abord, il faut pas se leurrer, enfin, on le sait tous, mais il faut le rappeler. Apple est une iPhone company. C'est-à-dire que tous les éléments que tu as cités, François, en fait, c'est pas peanuts hein, sur le bilan trimestriel, mais enfin c'est moins de 50%, beaucoup moins. Donc clairement, Mmh. le frein à l'achat qui sera mis en dernier, ça va être sur l'iPhone. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que l'Apple Watch fait un cadeau de fin d'année parfait. Il faut savoir que la saisonnalité aux États-Unis joue vraiment à fond. Le printemps, c'est la fête des pères, c'est le passage à l'université machin, et l'Apple Watch, c'est le cadeau facile que tu gardes. Voilà, donc je pense là aussi que ça les intéresse de pas tuer pas la poule aux œufs d'or, mais je sais pas, la mini poule. Donc ça c'est pour l'iPhone et l'Apple Le Watch, poussin. sachant le poussin, merci. Sachant aussi que Apple nous a fait le coup l'an dernier, avant la Rampapocalypse, où ils ont carrément viré l'iPhone avec le disque dur d'entrée de gamme. On est passé à, il n'y avait plus 128, et donc en fait on payait le 256 au prix du 256, mais en fait, il y avait plus le prix du dessous. Donc, Mmh. c'était à peu près $1. Mais on payait quand même plus cher, en termes de portefeuille. L'argent à sortir était plus cher, mais comme on en avait plus pour son argent, ça se voyait moins. Premier point. Et Apple sait jouer de ça de manière, évidemment assez fine. Moi, je me dénonce, hein. J'ai été clairement partisan du on s'en fout. Mmh. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que pour une fois, c'est assez rare pour qu'on le signale, c'est pas la faute d'Apple. C'est pas Apple qui a décidé d'augmenter ses marges. Bouh, les vilains, ils nous volent dessous. C'est quand même au départ un vrai problème structurel de matières premières. Et c'est non seulement c'est pas la faute d'Apple, mais c'est ce qui fait le plus peur en fait, c'est que c'est une bulle. C'est-à-dire que tous ces gens qui vendent de la RAM et des processeurs pour des data centers, pour de l'IA, on sait pas ce que ça va donner dans les 2 ans à venir. Donc ça, c'est plutôt ça qui est assez terrible, c'est qu'en fait on voit ça sur le petit bout de notre portefeuille, alors qu'en fait ça va vraiment être un problème mondial. Et à mon avis, les subprimes, c'était rien à côté. Donc c'est plus ça le truc, c'est que c'est un signe avant-coureur. Deuxième point, et Apple le sait, François et moi, on a de la chance, on a acheté nos machines, on a renouvelé notre parc il y a quelques mois. Super. Après, il y a des gens qui ont pas le choix et donc qui vont de toute façon payer plus cher. Et voilà, et ça se lisse. Et quand tu as vraiment besoin d'un Mac Studio, qui plus est doté comme l'est l'entrée de gamme aujourd'hui, eh ben, pardon, mais
tu mets l'argent nécessaire. Peut-être que tu fais du crédit à taux zéro qu'Apple renouvelle avec un partenaire. Peut-être que et justement, je le disais de manière un peu drôle, mais plus j'y pense, plus je suis sûr que c'est le cas. Tim Cook fait son annonce 3 jours avant les Prime Days parce que Apple depuis Les Prime Days Amazon, d'Amazon, ouais, ouais. parce qu'Amazon depuis des années est en fait de manière non officielle mais très claire le discounter officiel d'Apple. C'est évident. Apple a un corner shop sur Amazon très joli avec le marketing Apple, avec tout ce qu'il faut. Et Amazon régulièrement fait des discounts, que ce soit quelques dizaines d'euros ou de manière plus élevée. Et Apple le sait. Et c'est évident que c'est pour attirer les gens qui ont moins de sous. Et donc là, Tim Cook a sonné l'alarme. Il n'a pas dit allez acheter pendant les Prime Days. Mais enfin, c'était à mon avis limpide. Et beaucoup de gens ont pu le faire. Et voilà, on est désolé pour les autres. Je le dis pas légèrement. Je dis juste que malheureusement, c'est le sens du marché. Et encore une fois, Apple font ce qu'ils peuvent. Je les défends pas, je les excuse pas. Mais on est sur un phénomène mondial. Voilà. François? Ouais, moi je voulais dire 2 points. Alors un premier point, c'est pas du officiel, mais c'est ce que j'ai eu écho par certaines liens de communication. Visiblement, il y a des commandes qui étaient en stand-by chez Apple, des grosses commandes, qui ont carrément été annulées. Donc ça, j'ai pas la certitude, mais c'est des bruits de couloir que j'ai eus. Donc du coup, ça veut dire que en particulier des écoles, je pense, qui avaient pré-booké des ordis, voilà. Moi, c'est vrai que l'université où je donne des cours, avait eu la merveilleuse idée de recommander une salle d'iMac il y a genre 15 jours, 3 semaines. Donc je vous laisse faire le calcul. Sur 17 postes fois 300, c'est quand même pas anodin, quoi. Ça, c'était le premier point et le deuxième point, je pense que ce que tu dis, JC, est totalement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai, quand on me demande où acheter un Mac, en fait, aujourd'hui, je dis Amazon, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, en fait, aujourd'hui, je dis Amazon parce que les prix d'Amazon sont tellement délirants par rapport aux prix d'Apple. Aujourd'hui, là, il y a autant à l'époque où Apple, tu allais en Apple Store où il y avait une vraie plus-value de par la boutique et compagnie. Aujourd'hui, en fait, ce qui est vendu par Amazon, c'est du Apple, quoi. C'est limite Apple qui envoie le carton, quoi. Donc aujourd'hui, il y a plus de raison, en fait, de passer par l'Apple Store et c'est vrai que les tarifs continuent à être plus bas sur l'Apple Store que, enfin sur Amazon que sur l'Apple Store. C'est-à-dire que malgré l'augmentation, elle a pas encore été complètement répercutée par Amazon et donc du coup, c'est sans doute le moment. Mais c'est vrai que ça pose, voilà, Apple a mis du temps avant d'augmenter les tarifs, parce que ça, on va l'évoquer tout de suite, mais c'est vrai que d'autres marques, l'avaient anticipé, on l'avait évoqué, Samsung avec les téléphones et d'autres marques. Maintenant, il fallait bien que ça arrive, quoi. En gros, je dirais presque que c'est de la fatalité, quoi. On savait très bien que ça allait finir par arriver, qu'Apple allait finir par, rogner, enfin, n'allait pas continuer à rogner sur ses marges indéfiniment comme ça, quoi. C'était pas possible. Alors en plus, on ne sait pas vraiment s'ils ont rogné tant que ça pendant cette période-là. Il y a je pense qu'on est assez anciens tous les 3 pour se rappeler que pendant longtemps, on voulait acheter un appareil Apple, en fait, les prix étaient les mêmes partout parce que justement Mmh. Apple ne voulait pas avoir ce genre de différence, entre différents revendeurs. C'était, un max à ce prix-là et puis c'est tout. Point. Donc je me rappelle encore plein de gens qui me demandaient: «Mais il y a pas des endroits où on peut avoir des Mac moins chers?» Bah non, et ça n'existait pas. Apple a vraiment viré sa cutie ça fait 7-8 ans maintenant, hein, Ouais. Je en me sou je me permettant à des revendeurs de faire ça, quoi. Je me souviens quand Apple, a commencé à annoncer qu'ils vendaient officiellement sur Amazon, on avait eu des discussions à l'époque, je sais pas si vous vous en Ouais, souvenez. ouais, ouais. Je ferai un petit coucou à Ellie. C'était voilà, c'était un peu la révolution Nous, on a et acheté à temps, il y en a qui ont vendu à temps. Mais c'est un autre sujet. Absolument. Non, il y a ça, mais en plus, pour, reprendre ce que tu disais, JC sur, c'est pas la faute d'Apple. Apple, de toute façon, est une boîte qui veut ses marges, qui veut préserver ses marges d'abord. On sait que la marge brutale de Apple, c'est entre 40 et 50 c'est ça qu'ils font dans la vie, très bien. Mais, cela dit, si je me trompe pas, le prix de l'iPhone a pas évolué depuis 4 ou 5 ans. Mmh. Ce qui fait que, en fait, le prix de l'iPhone, a baissé au fur et à mesure des années parce que, si on fait de l'économie. bah, ouais, de l'économie et donc on Ajusté met pour ça en l'inflation. rapport de Mmh. l'inflation, l'ajustement, c'est le mot que je cherchais, merci. Bah, du coup, l'iPhone avait baissé. Donc il y a un rattrapage et alors du coup, il y a
gros rattrapage, alors pas encore sur l'iPhone, mais sur les autres, pour ces histoires de prix de mémoire. Et puis, je pense que Apple aime pas changer ses prix en fait trop souvent. Donc, les prix là, un MacBook Pro qui prend 300 €, c'est que ils doivent avoir estimé que ils vont pouvoir garder ce prix au moins pendant 1 an, si ce n'est 2, si ce n'est 3, justement en faisant potentiellement en augmentant leur marge au début, parce que le prix de la mémoire n'aura pas augmenté autant que ça, et en rabaissant la marge petit à petit jusqu'à ce que dans 2 ou 3 ans, ils soient obligés de faire autre chose si jamais le marché ne se rééquilibre pas. Mais tu as fait référence à ça, JC. La mémoire, en gros, est bouffée par toutes les data centers pour l'IA qui a besoin de mémoire. En plus, qui n'est pas le même type de mémoire que ce qu'on a dans nos ordi. Donc, les producteurs de mémoire comme Micron, comme Hynix, comme Samsung, ils ont dit bon, il y a du profit à faire là-bas. Donc on va changer, on va fabriquer les mémoires pour les centres serveurs et pour les ordis, on n'en fait plus. Et hop, du coup, il y a voilà. Et le jour où les centres de données vont tomber en désuétude parce qu'on n'en aura plus besoin ou on en a construit trop, ce qui est quand même en gros en train de se faire. C'est probable. C'est probable. Ça va donc effectivement s'effondrer. Je pense que en gros, ce à quoi tu faisais référence, c'est la bulle financière autour de l'IA. Ça fait longtemps que j'en peux plus d'attendre. En gros, l'effondrement, l'éclatement de cette bulle, et notamment l'effondrement d'OpenAI. Je vois pas comment OpenAI va pouvoir résister encore longtemps à cette machine infernale qu'ils ont mis en branle. C'est-à-dire que ils dépensent, je sais plus, 10 ou 100 fois plus d'argent qu'ils n'en ont, qui n'en récupèrent tous les mois. C'est-à-dire que c'est même plus un effet de ciseau à ce niveau-là. C'est monumental, quoi, les dettes qu'ils créent. Donc, je vois pas comment c'est possible. Et quand ça va s'effondrer, ça va faire très mal. Et plus ça prend de temps pour s'effondrer, et plus ça va faire mal. S'ils avaient pu fermer il y a 1 an et demi déjà, je pense qu'on aurait un marché beaucoup plus sain. Sans Mais doute. là, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Est-ce que je peux juste faire un petit point sur les tarifs, Ouais. un complément? La première chose, on le dira jamais assez parce que Apple le dit pas et je trouve ça fou. François, tu parlais du MacBook Neo. Il y a un tarif éducation sur le MacBook Neo qui est 100 € moins cher, Je te rejoins. auquel les lycéens, les étudiants et les profs ont droit. Ça me dépasse en fait qu'Apple, je le dis publiquement parce que ça m'énerve depuis des mois. Apple a fait une super pub pour le MacBook Neo et ils mettent le prix officiel dessus, ils mettent pas le prix éducation. Alors qu'il y a une Astérix, alors que l'Astérix, elle dit, c'est la version sans Touch ID avec 256 Go. Je ne comprends pas comment ils mettent pas leur prix le plus bas pour faire prix d'appel pour convaincre les gens. Ça, c'est un détail. Ils le font plus aux États-Unis qu'en France. Ouais. Mais donc, je veux dire que c'est ma mission de dire aux gens, vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, vous êtes prof, vous avez un prof dans votre famille, achetez le MacBook Neo 100 € moins cher, et ça permet de compenser un petit peu la hausse. Ça, c'est le premier sujet, et je viens d'oublier le deuxième, donc vous pouvez reprendre la parole si vous voulez. Si. Le vrai sujet, justement, sur les Mac, enfin sur les configs en fait, c'est qu'il faut qu'elles durent. C'est que justement, quand on les paye 300 € plus cher, il faut qu'on en ait pour son argent plus longtemps. Et donc malheureusement, le Mac, je suis fatigué. Le Mac Studio, voilà, il est plus cher parce qu'il a une plus grosse config. Et vous verrez que à terme, prendre le Mac le moyen cher, c'est souvent un bon calcul parce que un Mac entrée de gamme, on sait que dans 2-3 ans, vous aurez plus assez de RAM. On le sait. On sait que Apple, pour Apple Intelligence, a commencé à truster de mémoire 20 gigas, je crois, sur votre disque dur. Qu'on peut tu pas veux dire enlever. de stockage? Ouais. Entre autres, stockage hardware et RAM, ça ne se change plus. Ça, c'est plus changeable. Ouais, alors, mais je vais rebondir là-dessus parce que j'ai lancé le sujet en disant bonne nouvelle, les prix montent. Et outre le fait que je fais, comment dirais-je, quel est le terme que je cherche, je provoque un peu forcément, mais j'y crois aussi parce que le fait que les prix montent, ça met en branle un autre type de mécanisme. D'abord, justement, les gens vont acheter moins. Donc ça pousse à garder ces appareils plus longtemps et ça, il y a rien à faire. En tout cas, moi, j'y crois. Je pense que c'est vraiment important de le faire le plus possible. Là, c'est pas pour des histoires techniques, c'est juste pour des histoires écologiques, tout bêtement, quoi. Voilà. Et il se trouve que les appareils qu'on a maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est
de plus en plus possible. Et je rebondis sur ce que tu dis sur la mémoire. Mon MacBook Air M1, qui a donc 6 ans maintenant, 8 Go 256, fonctionne formidablement bien avec la première bêta de macOS 27. Voilà. Et l'intérêt, justement, c'est qu'à partir... c'était un truc qu'on a beaucoup vécu dans le monde PC, Windows et Intel, c'est-à-dire que Microsoft faisait pas d'effort pour optimiser Windows parce qu'il savait que de toute façon, tous les ans, tous les 2 ans, il y aurait 2 fois plus de puissance et 2 fois plus de mémoire, etc. Pendant tout un tas d'années, ça a été comme ça. Et donc, Microsoft faisait pas d'effort. Quand les machines commencent à vieillir un peu, les besoins d'optimisation sont vraiment capitaux. Et on dirait que Apple a commencé à le faire parce que justement, parmi les nouveautés de macOS 27 sur lesquelles ils ont beaucoup insisté pendant la WWDC, c'est oh regardez, on a tout optimisé, les applications se lancent plus vite, AirDrop va mieux, c'est plus optimisé partout. Je pense que ça fait comme longtemps qu'on sait qu'Apple est capable de voir à long terme et qu'en plus, alors ils se sont rendus compte de 2 choses. On va garder nos appareils plus longtemps parce qu'ils vont être plus chers. Ils savaient déjà, eux, qu'ils allaient augmenter. Et en plus, Tao, en termes de macOS, c'était quand même pas terrible. Donc, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose et qu'ils optimisent. Mais c'est en ça que je trouve que c'est potentiellement, au moins en partie, une bonne nouvelle. Oui, ça fait pas plaisir à ceux qui achètent un appareil maintenant, qui ont raté à 3 semaines près l'achat d'un appareil. Tu faisais référence à ça, François, tout à l'heure. C'est arrivé à un de mes clients qui a un architecte qui avait commandé auprès d'un revendeur, donc pas directement chez Apple, mais une grosse machine, MacBook Pro, M4 Max, je sais plus trop, etc., 128 Go de RAM, enfin un truc machin. Ben il l'a pas eu. Le revendeur a pas été capable de le fournir, de lui vendre, et donc il a annulé la commande et pour l'instant il attend. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement frustrant. Cela dit, il remplace un Mac qui a 10 ans. Et je suis persuadé, moi, que une différence de 300 € étalée sur 10 ans, parce que justement ce nouveau Mac, il va le garder 10 ans pareil, ben c'est pas grave. Enfin, ça change pas énormément. Alors Ça oui, change oui, pas la oui, donne, oui. c'est clair, oui. Quand on est une entreprise ou une école, etc., je prends des précautions parce que des fois on se prend des commentaires pas sympathiques. Mais ça peut avoir un effet sur un budget global. Mais globalement, justement, malgré tout, si on garde, ça pousse à les particuliers ou les entreprises, les professionnels à garder un appareil 1 an de plus, qui marchera très bien, au moins 1 an de plus, hein. Bah, du coup, en termes de budget, bah, ça va très bien et en termes d'écologie, c'est parfait. Donc si ça pouvait contribuer à ralentir un peu le rythme fou du marché des technos qu'on connaît depuis longtemps, plutôt que de faire toujours nouveau, toujours changer, moi, ça me convient, en fait. C'est pour ça que je disais bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, j'entends bien, mais voilà pourquoi je trouve que c'est pas anodin et pourquoi on s'en fout pas. J'aimerais bien que ça ait cet effet-là, en fait. Voilà. Donc, cela dit, donc c'était pas une surprise, hein, voilà, les prix montent. Il y a un truc, je sais pas, moi ça m'a fait rire aussi. On a évoqué tout à l'heure la marque Micron, qui est une boîte américaine qui fabrique de la mémoire et qui justement a dit ça va pas, on va vendre autre chose parce qu'on a besoin d'alimenter les centres de données pour l'IA. Et ils ont envoyé un tacle à Apple en disant c'est la faute d'Apple si leurs prix augmentent parce que si les prix augmentent parce que depuis tant d'années qu'Apple nous sert le kiki en gros en disant on achète tout et du coup on force les prix en baisse ou contenu parce qu'on veut pas acheter trop cher en achetant toute la mémoire. Micron répond en disant à cause de ça on n'a pas pu investir suffisamment pour construire d'autres usines pour construire ensuite fabriquer de la mémoire en plus pour éviter cette hausse de prix. Moi ça me fait rire. Vous me direz ce que Moi, vous je en pense dites, que mais c'est très bien vu. alors, moi, je trouve que c'est une bêtise. Je vais te dire pourquoi. Et tu me diras, voilà. Parce que je crois pas une seconde au fait que un patron d'une grosse boîte cotée en bourse dise si j'avais eu de l'argent, j'aurais investi et je me serais pas fait des bonus.
tu vois, à distribuer en parachute doré à ceux qui ont investi sur la boîte. J'y crois pas une seconde, quoi. Et pour alimenter ça, en gros, c'est vrai que la marge de Micron était très faible. Ils gagnaient bien leur vie quand même, hein. La marge était assez faible. Depuis 1 an, leur marge est à 85%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils ont augmenté les prix plus que de raison, en jouant sur le marché. Donc en fait, ce que cette phrase, notamment quasiment contre Tim Cook nommément, hein, du président de Micron, je crois, c'est vraiment pour dire: «Ah non, ça fait des années que justement je ne peux pas me faire mon bonus, quoi». Donc il y a des limites. Tu vois, quand tu as une boîte qui arrive à 85% de marge, j'ai du mal à les prendre au sérieux. Non, mais tu as raison. La seule chose, C'est bien aimable. j'ai parlé. Non, mais je sais que c'est plus complexe que ça. J'ai parlé, ou on en parlait en antenne, je sais plus, du merveilleux livre, si vous lisez l'anglais, Apple in China, Mmh. qui est extraordinaire comme livre parce que ça décortique toute la gestion de la chaîne de fournisseurs, de la supply chain d'Apple en Chine et toute la dépendance d'Apple à la Chine. Et il faut pas oublier, surtout au moment où il s'en va, que Tim Cook, c'est d'abord un mec de tableur, de feuille de calcul. Mmh. C'est d'abord un mec d'opération. Et que justement dans Apple China, il raconte à quel point les mecs d'Apple vont en commando dans les usines pour gagner 10 cents sur une RAM ou sur un composant, sur un machin. Je suis intimement persuadé que tous ces gens-là, alors Micron est américain, c'est un peu différent, mais que tous ces gens-là ont été mis à l'amende pendant près de 20 ans, et que là, ils voient justement les data centers où les mecs sont pas regardants parce que on a des milliards, on sait pas d'où ils sortent, mais allez-y, faites-nous de la RAM. Évidemment, les mecs se goinfrent, et c'est de bonne guerre, je suis désolé. C'est un scandale au niveau sociétal, mais dans une vision, donc je te rejoins évidemment là-dessus, mais dans une vision de marché et capitalistique, oui, ces mecs-là ont été pressés, mais comme moins que des citrons pendant 20 ans. Ils trouvent un nouveau client qui pour une fois leur marche pas sur la tête. Bah les mecs ils choisissent, ça me choque pas plus que ça. Et que Tim Cook s'en prenne une sur le coin de la tête après avoir dit je vais devoir augmenter parce que c'est une crue centenaire. Ouais, c'est de bonne guerre. Et on pleure sur personne. C'est le capitalisme américain à son meilleur ou à son pire. mais ça me choque pas. Ouais, et Bien puis je vu. serais tenté de dire pour conclure sur le sujet, le vrai problème, c'est que c'est une fois de plus, le consommateur qui trinque, quoi. Malgré Oui, tout. bah oui, 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 bien sûr. Et quand tu entends 85 de marge, 40 à 50 de marge, tu te dis: «Bah, c'est bien, mais en attendant, c'est voilà, c'est nous Ben qui passons à la caisse». non, je vais refaire mon capitalisme. Je suis pas d'accord avec cette phrase quand on oui, c'est nous qui payons, mais on trinque pas. Fabrice l'a très bien dit. Les machines qu'on a aujourd'hui, elles durent 5 ans, parfois 10 ans. Quand j'ai fait effectivement, c'est pas bon pour la planète. Quand j'ai comparé le MacBook Air M5 que j'ai là avec le M2 que j'avais, j'ai vu aucune différence. Je l'ai fait parce que j'ai acheté le M5 parce que j'avais une super promo et que je me suis dit bon bah ok, le M2 il a 4 ans, c'est bien, il a fait son temps, je vais garder l'autre 4-5 ans. Mais en fait j'étais pas obligé. En fait les machines elles se tiennent. Et donc non, on traque pas. Apple fait des méga marges, mais Apple a des dépenses de R&D et fait des Mmh. évolutions sur nos machines. Bah, elles viennent pas de nulle part non plus. Voilà, justement, on a la chance d'utiliser un constructeur qui se dit pas, ouais, dans 2 ans elles seront obsolètes, on pourra faire autre chose. Pour reprendre l'exemple que citait François, Fabrice, pardon. Non, mais c'est intéressant. Les taux de marge sont très élevés, tant mieux pour eux, effectivement. En fait, je pense que, pardon, j'y sais, mais ce que tu viens de dire, ça ne fait que prouver que on fait partie des anciens. C'est-à-dire que nous, on se rappelle des machines, des Ouais, ordis, par exemple, qui, au bout de 2 ans, ça valait vraiment le coup d'upgrader, ouais. de les changer parce qu'il y avait un vrai saut. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, mais enfin, on peut se rappeler le début de l'iPhone et des smartphones, c'était pareil. Passer, d'un iPhone 3 à un iPhone 4, c'était, monumental, d'un 4 Mmh. à un 5 aussi. Maintenant, on voit que d'un 14 à un 15, voire d'un 13 à tu vois? C'est tout petit. Mmh. Et donc voilà, on est à chaque fois,
chaque nouvelle technologie, on arrive à des plateaux. Et l'iPhone est arrivé à un plateau comme ça. Oui, si tu as un iPhone 14, tu pourras pas faire Apple Intelligence dessus. Bon, mais tu as quand même accès à d'autres outils d'Apple Intelligence et donc tu peux patienter 1 an de plus. Ça changera pas la donne, même pas tellement en termes de D'usage. qualité de photos, parce que même on a même tendance à penser que les photos, la qualité des photos est plutôt en décroissance tellement il y a de traitements numériques dessus. Donc, enfin voilà. Je pense que voilà, c'est pour ça que je continue à penser que ça reste finalement une bonne nouvelle si ça peut aider à une sorte de prise de conscience que tu aurais peut-être eu, JC, il y a quelques mois si ça avait été plus cher justement, bah t'aurais continué à utiliser ton M2 et t'aurais été parfaitement content quand même. Tout à fait. Et alors maintenant, c'est l'heure de notre sujet surprise. Et donc, François, tu voulais nous faire part de quelque chose. Donc, le sujet surprise, c'est parce que tu nous as pas dit dans ce que c'était. Donc, ni JC ni moi sommes préparés. Qu'est-ce que Et tu vas nous infliger? et bah, c'est bien parce que ça va faire complètement écho à ce qu'on vient d'énoncer, en fait, et ce qu'on vient d'évoquer. Moi, c'est une petite actu qui m'a déçu, en parlant d'obsolescence, et de changement de machine. J'ai au bras une magnifique Apple Watch Mmh. qui est la Ultra série 1, donc que j'ai achetée il y a 3 Ah! ans et demi. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Ouais. Bah, c'est quand même une montre qui valait à l'époque 1000 balles, hein, on va pas se mentir. C'est une super, montre. Alors moi, c'est vrai que je pense que enfin, du coup, Fabrice, tu ne l'es plus parce que tu n'as plus d'Apple Watch. Mmh. Mais c'est vrai que moi, l'Apple Watch, c'est sans doute le matériel Apple que je renouvelle le moins souvent. Généralement, mes Apple Watch, alors il y a eu un moment où j'ai changé régulièrement parce qu'à chaque fois, je faisais des bons coups. Mais c'est vrai que la Ultra, en fait, j'avais pris la Ultra 3 quand elle est sortie. Je l'ai gardée 1 semaine, en fait, et je me suis dit: «Mais finalement, il y a pas de différence, quoi». Elle fait entièrement le job, la 1, donc j'ai renvoyé la 3 et j'ai gardé la 1. Et c'est vrai que j'étais pas spécialement dans la perspective de me dire au mois de septembre: «Bah, je vais changer la Ultra», parce que l'usage, la batterie, elle continue à bien fonctionner. En plus, j'ai un Apple Car dessus, donc ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard aussi. L'intérêt des Apple Car, je l'ai rajouté dans les idées de sujet. Mais voilà, et là, manque de bol ou pas d'ailleurs, hein, vous allez me partager votre avis. Mon Apple Watch Ultra série 1 ne sera pas compatible avec WatchOS 27 qui va être présenté au mois de septembre. Et je me dis, c'est quand même une Apple Watch qui, à l'époque, quand elle est sortie, était le haut de gamme, valait quand même 1 000 €. Alors je sais que c'est pour des raisons techniques par rapport aux évolutions de Siri en particulier, mais c'est vrai qu'au final, nous, en Europe, on va même pas avoir le Siri, full option, on va dire. Je trouve ça dommage que WatchOS 27 ne soit pas compatible avec la Ultra 1, et c'est peut-être une des raisons qui me fera changer de... Moi, j'essaye au maximum les Apple Watch de les garder longtemps. Et puis bah là, du coup, si je veux avoir la nouvelle version de WatchOS, et ben ça veut dire qu'il va falloir changer d'Apple Watch. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'autant des iPhones, des Apple Watch qui, au bout de 6 ans, que soient plus compatibles, je comprends. Maintenant, une Apple Watch de 4 ans, j'ai un petit peu plus de mal. Et 4 ans pour moi qui l'avais acheté à la sortie, mais pour les gens qui l'avaient acheté, imaginons au mois d'août, bah ça veut dire qu'elle aura que 3 ans, quoi. Donc c'est encore plus dramatique. Alors une Ouais. pensée pour les gens qui ont acheté une Apple Watch édition série 0 à 15 000 €, et Quand tu vois le cours de l'or, ça va. qui ont souffert 15 fois plus que toi. Non, clairement. Après, je sais pas. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Ça fait des années, par exemple, que j'achète plus d'Apple Watch cellulaire, que j'achète plus une Apple Watch acier, mais l'entrée de gamme. Parce que l'usage de l'Apple Watch, pour moi, c'est des notifications, c'est 2-3 dictées, et que donc je sais que le ticket d'entrée doit être le plus bas possible et, comme tu le disais, durer le plus longtemps possible. Mmh. C'est le premier sujet. Apple ne dit jamais prenez le plus cher pour pour garantir l'avenir. Mmh. Et de la même façon, aussi hallucinant que ça puisse paraître, parce que l'Apple Vision Pro est dans le même cas. Il y a des choses que l'Apple Vision Pro fait lentement maintenant, le premier du nom, parce que le processeur est utilisé pour représenter les choses en 3D machin, et donc il y a moins de ressources processeurs disponibles pour les outils Apple Intelligence. Voilà, c'est Bon, toujours je pense que pareil. tu fais bien de prendre l'Apple Watch la moins chère parce que surtout dans ton cas, c'est pour utiliser à la plage, donc c'est un endroit dangereux quand même. Il y a du sable, du sel, tout ça, c'est vite très Exactement. dangereux. Euh, Ma réaction, c'est que oui, c'était surprenant et je pense que c'est un des appareils qui montre
qui exemplifie le fait que Apple a pas du tout anticipé l'arrivée de l'intelligence l'IA. artificielle. Ouais. C'est que le fait que, par exemple, il faut un iPhone 15 Pro au minimum pour avoir l'intelligence artificielle, en tout cas l'Apple Intelligence, c'est que ils ont ramé un peu, ils ont pas vu le truc venir. C'est le cas de le dire. Ils ont Vraiment, pas ramé, justement. ils ont pas ramé, ouais. Ouais, exactement, parce que les iPhones pendant longtemps, justement, ils avaient une des caractéristiques par rapport aux Android, c'est qu'ils avaient moins de RAM, étaient plus optimisés et avaient pas besoin d'autant de mémoire vive que les smartphones Android pour fonctionner. Et c'est revenu les mordre, quoi, parce que c'est en fait pour l'IA, il y a besoin, quoi. Alors après, il y a un truc quand même qui est j'ai du mal à comprendre en termes de il y a beaucoup d'outils d'Apple Intelligence qui de toute façon ont besoin d'une connexion Internet. Ils cherchent à faire des choses en local, d'accord. Mais enfin, tu pourrais imaginer une Apple Watch, que l'Apple Watch et aussi les HomePod par exemple. C'est pas fait pour justement les HomePod, ça utilise en plus un processeur de montre. Du coup, tu fais une requête Siri AI, un jour ce sera disponible chez nous, ça envoie sur les serveurs et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bon, Ouais. mais peut-être qu'ils sont pas capables de manger le trafic que ça impliquerait. Parce que si tu n'arrives pas à faire d'aiguillage, de triage en local, parce qu'il n'y a pas assez de puissance sur l'appareil, il y a tellement de centaines de millions de gens dans le monde qui vont utiliser cet outil-là qu'au terme les centres serveurs vont fondre, quoi. Donc il y a un vrai équilibre et je pense que ça montre qu'ils ont vraiment pas anticipé, quoi. JC. Non, t'as tout à fait raison. Et c'est assez amusant. Moi, j'attends avec impatience. J'attends 2 livres. J'attends un livre sur le projet Titan et un livre sur Apple et l'IA, parce que je suis persuadé que les coulisses sont sanglantes. Ouais. Et qu'en effet, même s'il se rattrape, même si tu as eu la chance de l'utiliser, moi j'attends la bêta publique, même si ça a l'air vraiment sympa et tout ça, des errements à ce point-là et des œillères à ce point-là, voilà, c'est à mon sens criminel, beaucoup plus que les changements de tarifs. Mais par ailleurs, il y a 2 sujets. C'est que d'abord, aujourd'hui Apple facture pas l'IA. Or, si tu multiplies les requêtes en ligne, ça a un coût. Que n'a pas le traitement on-device, et donc c'est une gestion d'offres qu'ils n'ont pas encore fait. On sait que ils préfèrent t'offrir la connexion satellite plutôt que de te la facturer parce que ils savent pas trop comment. Mais en effet, heureusement, le SMS d'urgence parce que tu t'es cassé la jambe en montagne, doit pas y en avoir des millions quand même, en tout cas on espère. Contrairement aux gens qui vont vouloir utiliser l'IA. Il y a aussi sans doute un sujet de latence qui est pas neutre. C'est-à-dire que Apple te promeut on travaille en local pour des problèmes de confidentialité, mais aussi, à mon avis, parce que aller se promener sur un data center et revenir, ça prend une demi-seconde, une seconde, et que à mon avis, c'est pas agréable. C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Petit mot de conclusion sur le sujet, François. Ouais, non, moi, c'est vrai que pour conclure, il y a 2 choses, en fait. La première, c'est que j'aurais envisagé de la garder, et la deuxième, c'est que si par hasard j'avais eu envie de passer à la Ultra 4, j'aurais essayé de revendre la Ultra 1. Sauf que là, le fait de savoir qu'elle est pas compatible avec les dernières versions, alors tu vas me dire, hein, tu le vends à un Pékin qui sait pas, il verra pas la diff. Mais moi, je suis un mec relativement honnête. Et du coup, je me dis, la cote de l'Apple Watch Ultra 1, elle va connaître une belle baisse, quoi. Donc, voilà. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, si ça se trouve, je vais garder ma Ultra 1 parce que la Ultra 4, elle sera pas ouf. Et je me dirai, finalement, est-ce que c'est vraiment un problème de pas avoir la dernière version de système? Tant que c'est compatible avec l'iPhone, j'ai envie de dire, Mais ça c'est va. ça. Je reprends ma blague sur l'Apple Watch en or. A priori, t'as pas acheté une Ultra pour faire tourner Siri Intelligence. Donc Ah oui, la personne à qui tu vas la vendre sera peut-être content d'avoir une watch avec une bonne batterie, avec qui résiste plus au choc, enfin, qui fait de la plongée. qui fait de la plongée. C'est bien Surtout que pour la la mienne n'a blague. jamais servi pour ça, donc c'est Ah ouais. merveilleux. Tu vois, lui, il va pas à la plage avec, il fait attention. Pour finir, la rubrique donc que le monde entier nous envie, la rubrique on s'en fout. Et cette fois-ci, c'est une fonction de macOS 27 qui disparaît, c'est-à-dire que à partir de macOS 27, il ne sera plus possible de visionner des DVD avec son Mac. Et alors, on s'en fout parce que je sais pas vous, mais regarder des DVD
tout court, déjà je fais plus, mais je ne sais plus depuis quand. Et alors avec mon Mac, c'est pire encore. Donc il était temps. Voilà. Un DVD, qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a encore des vieux qui utilisent des CD et des DVD, hein. Donc je pense que ça va peut-être, poser des questions à certains. Mais par contre, il y a pas très longtemps, on en reparlait avec un collègue, tu pouvais encore, il y a quelques versions de macOS, j'ai pas retesté récemment, lire des disquettes avec un lecteur de disquettes USB, ça fonctionnait toujours. Ça me donne envie de le tester, tiens. Oui. Alors, Et donc, juste un point quand même, je regretterai pas, comme toi, Fabrice, l'application lecteur DVD. Je Ouais. rappellerai juste qu'il y a un peu plus d'1 an de mémoire, Sony, sur le PlayStation Network, a cessé de vendre des films. Ça, bon, pour ce qu'ils veulent, hein. Mais la licence a été refusée, c'est-à-dire que a été retirée. C'est-à-dire que les films que tu as achetés en numérique sur le store de Sony ne sont plus lisibles. Et donc ça pose quand même un vrai problème. Et donc, même si on est tous en dématérialisé, et toi le premier, Fabrice, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Il y a du papier. Je suis à peu près pareil, hein. Au moins, je sais que les livres dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi, ils vont pas disparaître et je pourrais toujours les ouvrir et les lire. Voilà, il faut quand même y réfléchir. Eh ben, on va terminer sur ces mots d'une grande sagesse de l'ami JC. L'épisode 2, c'est fini. Je voulais faire un petit post-scriptum, parce qu'on voulait revenir sur l'épisode précédent et notamment remercier chaleureusement nos premiers auditeurs. Parmi eux, on l'a déjà évoqué, Matt, prof du web, qui fait l'excellent podcast Apple différemment avec Audrey Coulot et qui, en plus d'avoir partagé notre premier épisode sur tous les réseaux, il nous a aussi envoyé un message personnellement d'encouragement vraiment touchant. Je voulais le remercier ici publiquement. C'est quand même chouette d'avoir des soutiens. Ça fait vraiment toujours très plaisir. Et puis justement, et puis Matt, il a aussi laissé donc, alors c'est important, il a laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast au Canada, parce que lui, il est là-bas. Alors, si vous voulez faire comme lui, mettez-nous un 5 étoiles sur votre version d'Apple Podcast en France ou ailleurs. Ça nous fera plaisir aussi. Matt, on espéra que ce deuxième épisode t'aura plu également. Et puis, je voulais remercier Isabelle qui, justement, a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast en France. Du coup, voilà, on va pas vous mentir, ça fait plaisir. Faites donc comme eux. François, un dernier mot avant qu'on se quitte? Merci, c'était bien chouette, ma foi. Je vais te laisser reprendre ton stylet et puis reprendre quelques notes de conclusion de l'émission, je pense. On va faire ça. Et JC? Eh ben, on se connaît bien tous les trois, on avait envie de refaire un truc ensemble dans des conditions peut-être plus douces, plus souples, plus agréables. C'est bien de se dire que ça plaît aussi aux gens. C'est-à-dire que ça pourrait être juste un truc de pote et c'est très touchant d'avoir déjà des commentaires, d'avoir déjà du soutien. Donc merci pour ça et ça nous aide à continuer. Je suis bien d'accord. Et donc, pour terminer, un grand merci à tous nos auditeurs. On espère que ça vous a plu, que vous aurez envie de le partager autour de vous et aussi de donc nous mettre, je répète, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre beau site web. Je sais pas s'il est beau, mais en tout cas, je l'ai fait avec mes petites mains. Fenêtre-sur-tech.fr, fenêtre-sur-tech.fr. Voilà, c'est fini. Salut à toutes et tous et d'ici la prochaine, on ferme.